Avant de commencer, si vous appréciez ces histoires sombres et macabres, je demande de vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement me permet de continuer à créer ce contenu pour vous. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, et ça m'aide énormément à poursuivre ces récits qui glacent le sang. Maintenant, installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et préparez-vous. Dites-moi dans les commentaires, où êtes-vous en ce moment? Quelle ville? Quelle est la température là où vous vous trouvez? Êtes-vous seul? Parce que ce que je vais vous raconter pourrait arriver n'importe où, n'importe quand. C'était une nuit de novembre 1993, sur la route départementale 988, entre Alençon et Mortagne-au-Perche, en Normandie. La brume rampait sur l'asphalte comme une créature vivante, avalant les lignes blanches de la route. Marc Dutilleux conduisait depuis 3 heures. Représentant commercial, il revenait d'un congrès à Caen. Il était 23h47. La radio grésillait entre 2 stations et le chauffage de sa vieille Peugeot 405 peinait à combattre le froid mordant de novembre. Les phares de sa voiture perçaient à peine le brouillard épais qui s'était levé après minuit. Marc connaissait cette route par cœur, l'avait empruntée des centaines de fois au cours de ses 15 années comme représentant. Mais ce soir, quelque chose était différent. L'atmosphère semblait plus lourde, plus oppressante. Même la radio, d'habitude si bavarde, ne captait que des parasites et des voix déformées qui entraient et sortaient dans un chaos de statique. Il avait allumé une cigarette pour rester éveillé, mais même la nicotine ne parvenait pas à chasser cette sensation étrange qui lui nouait l'estomac. Une sensation de malaise, comme si quelque chose l'observait depuis les bois sombres qui bordaient la route. Les arbres dénudés ressemblaient à des squelettes géants tendant leurs branches vers le ciel nocturne. Pas une seule autre voiture n'était passée depuis au moins 40 minutes. Marc était seul sur cette route sinueuse qui serpentait à travers la campagne normande endormie. Le congrès avait été long et ennuyeux. 3 jours de présentations PowerPoint interminables, de poignées de main forcées et de sourires commerciaux. Marc avait 42 ans, divorcé depuis 5 ans, et sa vie se résumait à ces routes infinies entre des hôtels impersonnels et des salles de conférences identiques. Ce soir, il voulait juste rentrer chez lui, dans son petit appartement de Chartres, prendre une douche chaude et s'effondrer dans son lit. Mais le destin avait d'autres plans pour Marc Dutilleux. C'est alors qu'il la vit, une silhouette blanche, debout au bord de la route, immobile, le pouce levé. Marc ralentit par réflexe, son pied se posant instinctivement sur la pédale de frein. Dans le faisceau de ses phares, il distingua une jeune femme vêtue d'une longue robe blanche qui semblait flotter autour d'elle comme un nuage de tulle. Pas un manteau, pas d'écharpe, pas même un gilet. En plein mois de novembre, par 4 degrés Celsius selon le thermomètre du tableau de bord. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules comme un rideau de soie sombre, contrastant violemment avec la pâleur de sa peau. Son visage était d'une blancheur mortelle, presque lumineuse dans l'obscurité, comme si elle brillait de l'intérieur. Elle ne bougeait pas, ne tremblait pas malgré le froid. Elle se tenait là, simplement, son pouce levé dans un geste presque mécanique. « Elle va mourir de froid », pensa Marc. Il s'arrêta, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Quelque chose dans cette scène ne collait pas. Qui porterait une robe blanche en pleine nuit, en novembre, sur une route déserte de Normandie? Mais sa conscience l'empêchait de laisser cette femme seule dans le froid de la nuit. Il avait été élevé dans la tradition catholique, et malgré son athéisme déclaré, certains réflexes restaient ancrés en lui. On n'abandonnait pas quelqu'un dans le besoin. Il s'arrêta complètement, mettant son clignotant même si aucune autre voiture n'était en vue. Les bonnes habitudes, même dans l'étrange. Quand Marc baissa la vitre du côté passager, l'air glacial envahit l'habitacle comme une vague de froid mordant. La température chuta instantanément et son souffle forma un petit nuage de vapeur devant son visage. La femme se pencha lentement vers la fenêtre et Marc put voir son visage plus clairement. Elle était jeune, peut-être 25 ans, avec des traits délicats qui auraient pu être beaux si ce n'était cette pâleur cadavérique. Ses yeux étaient d'un bleu si clair qu'il semblait presque translucide, comme du verre poli ou de la glace sous le soleil. « Vous allez vers le pont de Fervaques » demanda-t-elle d'une voix douce, presque un murmure qui semblait venir de très loin. Marc cligna des yeux. Sa voix était étrange, comme si elle parlait à travers plusieurs couches de tissu, ou comme si elle venait d'une autre pièce. « Oui, je passe par là », répondit-il, troublé par le regard fixe de la femme. « C'est monté, vous allez attraper la mort. » La mort. Pourquoi avait-il dit ça? Le mot resta suspendu dans l'air froid entre eux, prenant un poids qu'il n'aurait pas dû avoir.
Elle monta sans un mot. Aucun bruit. Pas même le froissement du tissu contre le siège en velours usé. Pas de claquement de portière. Marc remarqua qu'elle ne portait pas de chaussures. Ses pieds étaient nus, d'une blancheur presque bleue, sale, comme si elle avait marché pendant des kilomètres sur le gravier et la terre. Des petites coupures rougeaient ses plantes de pied, mais aucune ne saignait. « Vous allez bien ?» demanda Marc en redémarrant, ses mains tremblant légèrement sur le volant. « Vous avez eu un accident? Votre voiture est en panne quelque part ?» Silence. La femme fixait la route devant elle, ses mains posées parfaitement symétriques sur ses genoux. Ses doigts étaient longs et pâles, les ongles d'un blanc nacré qui semblait briller faiblement dans la pénombre de l'habitacle. Marc jeta un coup d'œil dans le rétroviseur intérieur. Elle était assise parfaitement droite, immobile comme une statue de marbre. Sa robe blanche était trempée, collée à son corps mince, révélant les contours de ses épaules osseuses et de ses côtes. Des gouttes d'eau formaient une petite flaque sous ses pieds nus, sur le tapis de sol en caoutchouc. De l'eau, par cette brume sèche, il n'avait pas plu depuis 3 jours au moins. « Le pont est à 15 kilomètres, dit Marc pour briser le silence oppressant qui pesait dans la voiture, comme une chape de plomb. Sa propre voix lui sembla étrangère, trop forte dans cet espace confiné. « Vous habitez par là? Il y a quelqu'un que je peux appeler pour vous ?»« J'habitais, » répondit-elle sans le regarder, ses yeux toujours fixés sur la route qui se déroulait devant eux. Un frisson parcourut l'échine de Marc, remontant le long de sa colonne vertébrale comme une araignée glacée. « J'habitais. Pas j'habite, j'habitais. Au passé. Comme si elle n'existait plus tout à fait dans le présent. Quelque chose n'allait pas. Profondément pas. Marc sentait chaque fibre de son être lui hurler de s'arrêter, de faire sortir cette femme de sa voiture, de fuir à toute vitesse. Mais une autre partie de lui, la partie rationnelle, celle qui avait été formée par 15 ans de vente et de relations humaines, lui disait que cette femme avait peut-être simplement vécu un traumatisme, un accident, une agression. Quelque chose qui expliquerait son état bizarre, sa robe trempée, ses pieds nus. Il continua à conduire, mais ses mains serraient le volant si fort que ses jointures étaient redevenues blanches. La brume semblait s'épaissir à mesure qu'ils avançaient, comme si la route elle-même les entraînait vers un lieu qu'ils n'auraient jamais dû atteindre. Les kilomètres défilaient dans un silence de plomb. Marc sentait la température dans la voiture chuter malgré le chauffage qu'il avait poussé à fond. Le petit indicateur marquait maintenant maximum, mais l'air restait glacial, presque polaire. Son souffle formait maintenant de petits nuages de vapeur épais à chaque expiration. Il pouvait voir la buée se former sur le pare-brise de l'intérieur, chose qu'il n'avait jamais vue en 15 ans de conduite. Comment est-ce possible? Le chauffage était à fond, la voiture était fermée. Et pourtant, il avait l'impression d'être assis dans un réfrigérateur. Il jeta un autre coup d'œil à sa passagère. Elle n'avait pas bougé d'1 millimètre, toujours cette posture rigide, ses mains posées sur ses genoux, ses yeux fixes sur la route. Elle ne clignait pas des yeux. Marc s'en rendit compte soudainement avec un nouveau frisson d'horreur. Elle ne clignait jamais des yeux. Combien de temps s'était écoulé? 5 minutes? 10? Et pas un seul battement de paupières. Il essaya de rallumer la radio, cherchant désespérément un son. N'importe quel son qui pourrait briser ce silence mortel. Mais il ne trouva que du statique, un grésillement continu et monotone qui ressemblait presque à des voix lointaines murmurant des secrets indéchiffrables. « Il fait froid », dit Marc, sa voix tremblant légèrement. « Vous voulez que je monte encore le chauffage ?» Pas de réponse. La femme continuait de fixer la route comme si elle n'avait rien entendu. Marc déglutit avec difficulté. Sa gorge était sèche et il avait soudain terriblement soif. Il tendit la main vers sa bouteille d'eau coincée dans le porte-gobelet, mais ses doigts tremblaient tellement qu'il faillit la faire tomber. À travers le pare-brise embué, il distingua un panneau routier émergeant du brouillard. Pont de Fervaques, 8 kilomètres. 8 kilomètres. Il n'aurait plus à supporter cette présence étrange que 8 kilomètres de plus. Ensuite, elle sortirait, disparaîtrait dans la nuit, et il pourrait oublier cette rencontre bizarre et rentrer chez lui pour ne plus jamais repenser à cette nuit. Mais au fond de lui, Marc savait déjà que ce ne serait pas si simple, que cette nuit marquerait sa vie d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Les kilomètres s'écoulaient comme du sirop, lent et épais. Marc avait perdu toute notion du temps. Était-il sur cette route depuis 10 minutes, 1 heure? Le brouillard semblait jouer avec sa perception, distordant les distances et les repères familiers. Les arbres sur les côtés de la route prenaient des formes menaçantes.
leurs branches ressemblant à des griffes tendues vers le ciel noir. La flaque d'eau sous les pieds de la femme s'était élargie. Elle recouvrait maintenant une bonne partie du tapis de sol, et Marc pouvait entendre le léger clapotis de l'eau quand la voiture passait sur les imperfections de la route. Mais d'où venait toute cette eau? La robe de la femme semblait dégouliner continuellement, comme si elle était sortie d'une rivière à l'instant même. Marc essaya encore une fois de briser le silence. « Vous étiez à une fête? C'est pour ça que vous portez cette belle robe ?»« Belle robe. » Les mots sonnaient faux même à ses propres oreilles. La robe était trempée, sale, déchirée par endroits. On aurait dit qu'elle avait été traînée dans la boue et l'eau, mais Marc ne savait plus quoi dire. Comment communiquer avec cette créature silencieuse assise à côté de lui? Pour la première fois depuis qu'elle était montée, la femme tourna la tête vers lui, lentement, très lentement, comme si ses muscles avaient oublié comment bouger. Ses yeux bleus translucides se fixèrent sur Marc, et celui-ci sentit son cœur s'arrêter un instant. Ses yeux. Mon Dieu, ses yeux. Ils étaient vides, complètement vides, comme des fenêtres donnant sur le néant. Marc eut l'impression de regarder dans un puits sans fond, dans une obscurité qui n'avait jamais connu la lumière. « Une fête !» répéta-t-elle de sa voix d'outre-tombe. « Oui, mon mariage. C'était le plus beau jour de ma vie. » Puis elle tourna à nouveau la tête vers la route, le mouvement tout aussi lent et mécanique qu'avant. Marc sentit sa peau se hérisser. Son mariage. Qui portait encore sa robe de mariée des heures, voire des jours après la cérémonie? Et pourquoi serait-elle seule, sur une route déserte, en pleine nuit? Votre mari? Il vous attend au pont? Il m'attend, confirma-t-elle. Il m'attend depuis si longtemps. Vous comprenez, nous devions partir en voyage de noces. Mais il y a eu cet accident, la voiture, le pont, l'eau froide. Sa voix était devenue plus lointaine encore, presque rêveuse. L'eau était si froide, je me souviens du froid. C'est la seule chose que je peux encore sentir. Le froid. Marc ne savait plus quoi penser. Cette femme délirait-elle? Était-elle en état de choc? Souffrait-elle d'hypothermie? Il devrait peut-être l'emmener à l'hôpital plutôt qu'au pont. Mais quelque chose l'empêchait de proposer cette option. Une voix dans sa tête lui disait de continuer, d'amener cette femme là où elle voulait aller, et de s'éloigner le plus vite possible. Le panneau suivant apparut dans le brouillard. Pont de Fervaques, 3 kilomètres. Plus que 3 kilomètres. Marc accéléra légèrement, pressé d'en finir. « Ralentissez », dit soudain la femme. Marc sursauta violemment, son pied glissant presque de l'accélérateur. « Pardon ? Ralentissez !» Sa voix avait changé. Ce n'était plus ce murmure éthéré. C'était un cri, rauque et désespéré, chargé d'une urgence qui fit bondir le cœur de Marc dans sa poitrine. Un cri qui venait des profondeurs de quelque chose d'ancien et de terrifié. Marc freina instinctivement, ses réflexes prenant le dessus avant même que son cerveau ne puisse traiter l'information. Les pneus crissèrent sur l'asphalte humide. La voiture dérapa légèrement avant de retrouver son adhérence. Au même moment, un sanglier massif traversa la route en trombe, à moins de 10 mètres devant eux. L'animal était énorme, au moins 200 kilos de muscles et de défense, ses yeux brillants comme des braises dans la lumière des phares. S'il n'avait pas ralenti, l'impact aurait été fatal. Le sanglier aurait probablement défoncé le pare-brise, et Marc aurait fini soit mort sur le coup, soit grièvement blessé, seul sur cette route déserte où personne ne passait jamais. Mon Dieu! Allait Marc, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Ses mains tremblaient violemment sur le volant et il sentait la sueur froide couler le long de son dos malgré la température glaciale. « Vous l'avez vu? Comment avez-vous su ?» Il se tourna vers elle, cherchant une explication, une réponse, n'importe quoi qui pourrait rationaliser ce qui venait de se passer. Le siège passager était vide, complètement vide. La femme avait disparu, évaporée, comme si elle n'avait jamais existé. Marc cligna des yeux, refusant de croire ce qu'il voyait. Il alluma le plafonnier d'une main tremblante, inondant l'intérieur de la voiture d'une lumière jaune malade. Le siège était vide, absolument vide, sauf pour la flaque d'eau. Elle était toujours là, recouvrant le tapis de sol, le tissu du siège. L'eau était froide, si froide que de la buée s'en dégageait dans l'air glacé de l'habitacle. Et sur le tableau de bord, tracé dans la buée qui recouvrait maintenant toute la surface du plastique, 3 mots en lettres tremblantes, formés par un doigt invisible. « Le pont attend », Marc hurla. Un cri primitif, animal,
qui venait du plus profond de sa terreur. Il ouvrit la portière et se jeta littéralement hors de la voiture, tombant à genoux sur le bitume humide. Il vomit violemment sur le bas-côté, son estomac se retournant encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à expulser. Quand il put enfin reprendre son souffle, tremblant de tous ses membres, il se retourna vers la voiture. Les portières étaient toutes verrouillées de l'intérieur. Il s'en souvenait parfaitement. Il avait appuyé sur le bouton de verrouillage central quand la femme était montée, comme il le faisait toujours par sécurité. Comment avait-elle pu sortir? Comment avait-elle même pu disparaître? Marc resta là, à genoux sur le bord de la route, pendant ce qui lui sembla une éternité. Le brouillard tourbillonnait autour de lui comme des fantômes dansant. Au loin, il entendait le ululement d'une chouette, et plus loin encore, peut-être, le murmure d'une rivière qui coulait. Une rivière. Le pont. Le pont attend. Marc se releva péniblement. Chaque muscle de son corps protestait, comme s'il avait vieilli de 10 ans en quelques minutes. Il monta dans sa voiture, ses mains tremblant tellement qu'il eut du mal à mettre la clé dans le contact. Il devait comprendre. Il devait savoir. Malgré toute la terreur qui lui nouait les entrailles, malgré tous les instincts de survie qui lui hurlaient de faire demi-tour et de fuir à toute vitesse, Marc savait qu'il ne pourrait pas vivre avec cette question sans réponse. Il redémarra et conduisit lentement, très lentement vers le pont de Fervaques. Le village de Fervaques apparut comme une hallucination dans le brouillard. C'était un de ces petits bourgs normands qui semblaient figés dans le temps, avec ses maisons de pierre grise aux toits d'ardoise, ses rues étroites pavées et son église gothique dont le clocher pointait vers le ciel comme un doigt accusateur. Il était maintenant plus de minuit et le village était plongé dans l'obscurité, toutes les fenêtres éteintes, tous les habitants endormis dans leurs lits douillets, ignorant complètement l'horreur qui venait de se dérouler sur leur route. Marc roula lentement dans les rues désertes, cherchant désespérément un signe de vie. Ses yeux balayaient frénétiquement les façades, espérant apercevoir une lumière, n'importe quelle lumière. Il ne pouvait pas rester seul avec ce qu'il venait de vivre. Il avait besoin de parler à quelqu'un, de s'assurer qu'il n'était pas devenu fou. Finalement, au bout de la rue principale, il aperçut une faible lueur orangée. Un bar-tabac, la seule lumière dans toute l'obscurité du village. L'enseigne au néon clignotant annonçait « Café de la gare » dans des lettres rouges à moitié éteintes. Marc se gara devant, coupa le moteur et resta assis un moment, essayant de rassembler son courage. À travers la vitrine embuée, il pouvait distinguer des silhouettes, entendre le murmure étouffé de voix. La vie, des gens vivants, normaux, qui buvaient leur bière et parlèrent de choses ordinaires. Marc en avait besoin comme un noyé a besoin d'air. Il sortit de la voiture sur des jambes flageolantes et poussa la porte du café. Une petite cloche tinta au-dessus de sa tête. L'intérieur était enfumé, éclairé par des lampes jaunâtres qui donnaient à tout une teinte maladive. L'odeur de cigarettes, de bière éventée et de frites réchauffées flottait dans l'air. Le patron, un homme bedonnant d'une 60aine d'années avec un tablier graisseux et une moustache grise, leva les yeux de son journal posé sur le comptoir zinc. 2 ou 3 clients accoudés au bar se retournèrent lentement vers Marc. Leurs visages étaient marqués par les années de travail agricole, burinés et tannés par le soleil et le vent. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme, mon gars », dit le patron d'une voix rauque de fumeur. Marc s'avança en titubant, ses jambes menaçant de se dérober sous lui à chaque pas. Il agrippa le bord du comptoir pour ne pas tomber. « J'ai pris une auto-stoppeuse. Une femme en robe blanche. Elle a disparu. Dans ma voiture. Pendant que je conduisais. » Les mots sortaient de sa bouche dans un flot incohérent, se bousculant les uns les autres. Elle était là, sur le siège passager. Et puis un sanglier a traversé. Et elle m'a crié de ralentir. Et quand je me suis retourné, elle avait disparu. Juste disparu, comme ça. Mais il y avait de l'eau partout, et des mots sur le tableau de bord, et... Le silence tomba dans le bar, comme une pierre dans un puits. Les 3 clients accoudés au comptoir se retournèrent complètement vers lui maintenant, leurs verres oubliés. Leurs visages s'étaient transformés, passant de la curiosité amusée à quelque chose de plus sombre, de plus grave. Un des hommes se signa lentement, portant sa main à son front, puis à sa poitrine, puis d'une épaule à l'autre, dans le geste catholique ancestral pour éloigner le mal. Le patron posa son journal lentement, très lentement. « Décrivez-la », dit-il d'une voix qui avait perdu toute trace d'humour. Marc s'exécuta, les mots se déversant comme un torrent, la robe blanche trempée, les cheveux noirs tombant sur les épaules.
les yeux bleu clair, presque translucides, les pieds nus, sales et blessés, la pâleur cadavérique, la voix d'outre-tombe, l'eau qui formait une flaque sous ses pieds, le froid glacial dans la voiture malgré le chauffage à fond. À mesure qu'il parlait, les visages autour de lui se fermaient, devenant de plus en plus graves. Un autre client se signa. Le patron sortit de derrière le comptoir, ses mouvements lents et solennels, comme s'il participait à un rituel funéraire. « Adèle Beaumont », murmura le patron, et le nom résonna dans le bar comme une malédiction. « Vous avez vu Adèle Beaumont ?» Il disparut un instant dans l'arrière-salle et revint avec une vieille boîte en fer blanc rouillée. Il l'ouvrit avec précaution, comme si elle contenait quelque chose de précieux et de dangereux à la fois. À l'intérieur, des dizaines de coupures de journaux jaunis, soigneusement pliées et conservées. Il en sortit une, la plus ancienne, la plus jaunie. Le papier craqua quand il la déplia délicatement sur le comptoir. L'encre était délavée, presque illisible par endroits, mais Marc put distinguer la date en haut de la page. 12 novembre 1973. Exactement 20 ans plus tôt, jour pour jour. Le titre hurlait en lettres noires épaisses. Jeune marié retrouvé noyé sous le pont de Fervaques. Et en dessous, une photographie granuleuse en noir et blanc. Une jeune femme souriante, radieuse dans sa robe de mariée blanche, des cheveux noirs coiffés en chignon élégant, des yeux qui, même dans la mauvaise qualité de l'impression, semblaient d'un bleu extraordinairement clair. C'était elle, exactement elle, la même femme qui était montée dans sa voiture il y a moins d'une heure. Marc sentit ses genoux céder. Il s'agrippa au comptoir, ses jointures blanches, son souffle court et sifflant. « Non », murmura-t-il. « Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » Le patron commença à lire l'article d'une voix monocorde, comme s'il récitait une prière funèbre qu'il connaissait par cœur. Adèle Beaumont, 24 ans, a été retrouvée morte dans la rivière sous le pont de Fervaques ce matin, encore vêtue de sa robe de mariée. La jeune femme s'était mariée la veille avec Jean-Paul Moreau, 28 ans, mécanicien au village. Selon les premières constatations de la gendarmerie, le couple revenait de leur réception de mariage vers minuit quand leur Citroën DS a percuté le parapet du pont à grande vitesse. Le patron s'arrêta, leva les yeux vers Marc. Le fiancé conduisait trop vite. Il avait bu, pas beaucoup, mais assez pour que ses réflexes soient ralentis. Il a perdu le contrôle dans le virage juste avant le pont. La voiture a défoncé le parapet de pierre et a plongé dans la rivière. Il reprit sa lecture. Jean-Paul Moreau a réussi à s'extraire du véhicule et a nagé jusqu'à la berge. Il a immédiatement alerté les secours. Mais quand les gendarmes ont remonté la voiture au petit matin, Adèle Beaumont était toujours attachée sur le siège passager, noyée. Sa robe de mariée était restée accrochée dans la ceinture de sécurité. Elle n'avait pas pu sortir. Le silence dans le bar était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Marc fixait la photographie, incapable de détacher son regard de ce visage souriant, si plein de vie, si plein d'espoir pour l'avenir. Un des clients, un vieil homme aux cheveux blancs et au visage ridé comme une pomme séchée, prit la parole d'une voix chevrotante. Jean-Paul s'est pendu 3 mois plus tard, dans sa grange. Il ne pouvait pas vivre avec la culpabilité. Le village entier a assisté aux 2 enterrements. C'était terrible. Le patron referma délicatement la coupure de journal et la remit dans la boîte. Depuis cette nuit, depuis le 12 novembre 1973, Adèle apparaît, chaque année, exactement le même jour. Le 12 novembre, elle se tient au bord de la route, pas loin de l'endroit où l'accident s'est produit. Elle lève le pouce. Elle demande qu'on l'emmène au pont. Il regarda Marc droit dans les yeux. Certains disent qu'elle cherche à sauver les gens, à les empêcher d'avoir le même accident qu'elle. Elle les avertit des dangers sur la route. D'autres, il s'interrompit, hésitant. D'autres quoi demanda Marc d'une voix rauque. D'autres disent qu'elle cherche de la compagnie, qu'elle est seule dans l'eau froide depuis si longtemps qu'elle veut emmener quelqu'un avec elle, pour danser avec elle dans l'eau pour toujours. Le vieil homme au comptoir hocha lentement la tête. J'ai connu 5 personnes qui l'ont prise en autostop au fil des années. 5 personnes, monsieur. 3 sont toujours vivantes. Les 2 autres... Il laissa la phrase en suspens, mais le silence disait tout ce qu'il fallait savoir. Marc sentit la bile remonter dans sa gorge. Que leur est-il arrivé? Le patron ouvrit à nouveau la boîte et en sortit d'autres coupures. La première datait de 1978, accident mortel au pont de Fervaques. Un homme de 35 ans retrouvé noyé dans sa voiture. Une autre de 1985.
Mystérieux décès d'une femme au pont maudit. Et une troisième de 1991, le pont de Fervaques fait une nouvelle victime. Tous sont morts le 12 novembre, expliqua le patron d'une voix sombre. Tous après avoir pris une femme en robe blanche sur la route, leurs voitures ont été retrouvées dans la rivière, exactement au même endroit où Adèle est morte. Et dans chaque voiture, le siège passager était trempé, complètement trempé, comme si quelqu'un venait de sortir de l'eau. Marc porta une main tremblante à sa bouche. Mais elle m'a sauvé, le sanglier. Si elle ne m'avait pas dit de ralentir... Oui, acquiesça le vieil homme. Parfois elle sauve, parfois elle tue. Personne ne sait pourquoi. Personne ne comprend ce qui détermine son choix. Peut-être qu'elle voit quelque chose en nous. Peut-être qu'elle décide qui mérite de vivre et qui doit la rejoindre dans l'eau froide. Un autre client, resté silencieux jusque-là, un homme d'une quarantaine d'années avec une barbe noire épaisse, intervint. Mon oncle l'a vue en 1982. Elle lui a dit de tourner à droite au lieu d'aller tout droit. Il a obéi. Plus tard, il a appris qu'un camion avait percuté une voiture exactement à l'endroit où il aurait dû être s'il avait continué tout droit. Toute la famille est morte. Adèle lui a sauvé la vie. Mais pourquoi ? Demanda Marc désespéré. Pourquoi fait-elle ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Le patron haussa les épaules dans un geste fataliste. Qui peut savoir ce que veulent les morts, monsieur? Peut-être qu'elle rejoue encore et encore cette nuit fatale, essayant de changer ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle essaie d'avertir les gens, de les sauver du destin qu'elle a subi. Ou peut-être... Il s'interrompit, ses yeux sombres fixant Marc avec une intensité dérangeante. Peut-être qu'elle cherche simplement quelqu'un pour lui tenir compagnie dans l'éternité glacée de la rivière. Marc secoua la tête, refusant d'accepter cette réalité cauchemardesque. Non, non, il doit y avoir une explication rationnelle. J'ai halluciné. Le stress du voyage, le manque de sommeil, peut-être que j'ai respiré des gaz d'échappement. Vous n'avez pas halluciné, coupa le patron fermement. L'eau dans votre voiture est réelle. Les mots sur votre tableau de bord sont réels. Le sanglier que vous avez évité est réel. Adèle Beaumont est réelle, aussi réel qu'un fantôme peut l'être. Marc ressortit dans la nuit, ses jambes flageolantes menaçant de céder à chaque pas. L'air froid de novembre le gifla au visage, mais il le remarqua à peine. Son esprit tournait en boucle, essayant désespérément de trouver une explication rationnelle à ce qui venait de se passer. Mais au fond de lui, dans cette partie primitive du cerveau qui reconnaît le danger et le surnaturel, il savait que ce qu'il avait vécu était réel. Aussi impossible que cela puisse paraître, aussi contraire aux lois de la physique et de la raison, c'était arrivé. Il avait transporté un fantôme dans sa voiture. Marc regarda sa Peugeot 405 garée devant le café. À travers les vitres, il pouvait encore voir la buée qui recouvrait le pare-brise de l'intérieur. Et même d'ici, même à plusieurs mètres de distance, il pouvait distinguer les 3 mots tracés dans la condensation. Le pont attend. Un frisson le parcourut de la tête aux pieds. Il savait qu'il devrait partir, monter dans sa voiture, faire demi-tour, prendre une autre route, n'importe quelle route qui l'emmènerait loin d'ici, loin du pont de Fervaques, loin d'Adèle Beaumont et de son éternité aquatique. Mais quelque chose le retenait, une compulsion, une nécessité qu'il ne pouvait pas expliquer. Il devait voir, il devait comprendre. Malgré toute la terreur qui lui nouait les entrailles, malgré tous les avertissements qu'il venait de recevoir, Marc savait qu'il ne pourrait pas vivre sans voir le pont de ses propres yeux. Il monta dans sa voiture. Le siège passager était encore humide. L'eau avait laissé une grande tache sombre sur le tissu. Marc tendit la main et toucha le siège. C'était glacé, plus froid que tout ce qu'il avait jamais touché. Un froid qui semblait pénétrer jusqu'à ses os, jusqu'à son âme. Il démarra le moteur et conduisit lentement, très lentement, hors du village. Les rues étaient complètement désertes maintenant. Les fenêtres des maisons étaient toutes éteintes, comme des yeux fermés. Le village entier semblait retenir son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. La route vers le pont ne faisait que 3 kilomètres, mais elle sembla durer une éternité. Marc roulait à 20 kilomètres à l'heure, ses mains crispées sur le volant, ses yeux scrutant frénétiquement la route devant lui. À chaque virage, il s'attendait à la voir à nouveau, debout au bord de la route, levant le pouce, attendant. Mais elle n'était pas là. Le pont de Fervaques apparut finalement dans la lumière des phares. C'était une vieille structure de pierre, étroite,
enjambant une rivière qui coulait en contrebas dans l'obscurité. Aucun éclairage, aucun garde-fou moderne. Juste les vieux parapets de pierre qui s'étaient effrités avec les années, révélant le danger mortel qui attendait juste de l'autre côté. Marc arrêta la voiture avant le pont, laissant le moteur tourner. Le bruit du fleuve montait jusqu'à lui, un murmure constant et hypnotique qui ressemblait presque à des voix chuchotant dans la nuit, ou peut-être étaient-ce vraiment des voix. Marc ne savait plus faire la différence. Il sortit de la voiture. Le silence était assourdissant. Même le vent semblait retenir son souffle. Pas d'animaux nocturnes, pas de chouettes, pas de bruissement de feuilles, juste ce murmure incessant de l'eau en contrebas. Marc s'approcha lentement du parapet. Ses pieds semblaient bouger tout seuls, comme s'ils étaient guidés par une force invisible. Il se pencha au-dessus du bord et regarda en bas. La rivière coulait 15 mètres plus bas, noire comme de l'encre dans l'obscurité. La lune était cachée derrière les nuages, ne laissant filtrer qu'une faible lueur grisâtre qui rendait tout encore plus sinistre. Marc pouvait distinguer le courant, voir l'eau tourbillonner autour des rochers affleurants. C'était là qu'elle était morte. Là, dans cette eau froide et noire, piégée dans sa robe de mariée, incapable de s'échapper de la voiture qui coulait. Combien de temps avait-elle lutté? Combien de secondes, ou peut-être de minutes, avait-elle passé à tirer désespérément sur la ceinture de sécurité, sentant l'eau froide monter autour d'elle, remplir ses poumons, éteindre sa vie? Marc se mit à pleurer. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues froides. Il pleurait pour Adèle Beaumont, pour cette jeune femme de 24 ans qui n'avait jamais eu la chance de vivre sa vie de femme mariée. Il pleurait pour Jean-Paul Moreau, rongé par la culpabilité jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter de vivre. Il pleurait pour toutes les vies brisées par cette nuit tragique de 1973. Sur le parapet, là où s'était appuyé, il remarqua des inscriptions, des dizaines, peut-être des centaines de messages gravés dans la pierre par des mains anonymes au fil des années. Marc sortit son briquet de sa poche et l'alluma pour mieux voir. Les messages étaient partout, gravés avec des clés de voiture, des couteaux, des pierres aiguisées. « Elle m'a sauvé. Jacques, 1985. Merci Adèle. Marie, 1991. J'ai vu la Dame Blanche. Thomas, 1989. Elle m'a dit de tourner. L'accident était plus loin. Sophie, 1995. Adèle veille sur nous, les habitants de Fervaques. Mais il y en avait d'autres, plus sombres. Plus sinistre, elle m'a appelé dans l'eau. N'écoutez pas sa voix. Le pont réclame des âmes. Je l'entends chanter sous le pont. L'eau est si froide, si froide. Elle veut danser. Elle veut toujours danser. Marc recula, sentant la panique monter en lui comme une marée. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui avait écrit ces messages? Était-il encore vivant? C'est alors qu'il l'entendit. Un chant, doux, mélodieux, venant de sous le pont. Une voix de femme claire et cristalline, chantant une vieille chanson française que Marc reconnut vaguement. Une chanson d'amour, une chanson de mariage. Viens, viens dans l'eau froide, viens me rejoindre. Nous danserons ensemble, pour toujours et à jamais. Marc sentit ses pieds bouger tout seuls. Un pas vers le parapet, puis un autre. Ses mains se posèrent sur la pierre froide, ses doigts agrippant le bord comme s'ils avaient leur propre volonté. Il se pencha au-dessus du vide, regardant l'eau noire en contrebas. Et il la vit. Adèle était là, dans l'eau, debout sur les rochers au milieu du courant, l'eau tourbillonnant autour de ses chevilles. Sa robe blanche flottait autour d'elle comme un nuage de brume. Ses cheveux noirs dansaient dans un vent qui n'existait pas, et ses yeux bleus brillaient dans l'obscurité comme des feux follets, comme des lanternes guidant les marins vers les récifs. Elle tendait les bras vers lui. Ses lèvres bougeaient, formant des mots que Marc entendait directement dans son esprit. « Viens danser avec moi, Marc. Viens dans l'eau. L'eau est si froide, mais ensemble, nous aurons chaud. Ensemble, nous danserons pour l'éternité. Tu ne seras plus jamais seul, plus jamais triste, plus jamais fatigué de cette vie qui ne te donne rien. » Marc sentit un pied quitter le sol. Il commençait à grimper sur le parapet. Une partie de lui hurlait, essayait de reprendre le contrôle, mais c'était comme si son corps ne lui appartenait plus. L'eau semblait l'appeler. Il pouvait presque sentir sa fraîcheur, son étreinte accueillante. Plus de douleur, plus de solitude, plus de ces routes infinies entre des hôtels sans âme. Juste la paix éternelle dans les bras d'Adèle. « Viens !» Marc avait maintenant les deux pieds sur le parapet étroit. Le vide l'appelait en dessous.
15 mètres de chute libre, puis l'eau. Puis Adèle. Puis l'éternité. Non. Quelque chose explosa dans l'esprit de Marc. Un souvenir. Sa fille, Émilie. Elle avait 10 ans. Il ne la voyait pas assez depuis le divorce, mais elle était là, dans son cœur, toujours. Son rire, son sourire, ses dessins qu'elle lui envoyait chaque mois. Il ne pouvait pas l'abandonner. Marc se jeta en arrière avec un cri rauque, tombant lourdement sur le sol de pierre du pont. Sa tête heurta le sol avec un bruit sourd. Des étoiles explosèrent devant ses yeux. Quand sa vision se stabilisa, il regarda à nouveau vers la rivière. Adèle était toujours là, mais son expression avait changé. Ce n'était plus cette invitation douce et séduisante, c'était de la rage, pure et froide. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge maintenant. Sa bouche s'ouvrit dans un cri silencieux de fureur, puis elle disparut, pas progressivement, instantanément, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Marc resta allongé sur le pont pendant plusieurs minutes, tremblant de tous ses membres, son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait exploser, lentement, très lentement. Il se releva sur des jambes qui ressemblaient à de la gelée. Il courut vers sa voiture, trébucha, se rattrapa, courut encore. Il démarra en trombe, les pneus crissant sur la pierre. Il traversa le pont à toute vitesse et ne s'arrêta pas. Il ne s'arrêta pas avant d'avoir mis 20 kilomètres entre lui et ce lieu maudit. Marc Dutilleux ne reprit jamais cette route. Plus jamais. Il changea complètement d'itinéraire pour ses déplacements professionnels, faisant des détours de 50, parfois 70 kilomètres pour éviter la route départementale 988 et le pont de Fervaques. Cela lui prenait plus de temps. Cela lui coûtait plus cher en essence. Mais il s'en fichait. Les premières semaines après cette nuit, Marc ne dormit presque pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait. Adèle. Debout dans l'eau, tendant les bras vers lui, l'invitant à danser. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, certain de sentir l'odeur de l'eau froide et de la rivière dans sa chambre. Il consulta un psychologue, puis un autre. Ils parlèrent de stress post-traumatique, d'hallucinations induites par la fatigue, de déréalisation. Ils lui prescrirent des anxiolytiques, des somnifères. Rien n'aidait vraiment, parce que ce n'était pas un traumatisme ordinaire. Ce n'était pas quelque chose que le cerveau humain était équipé pour traiter. Marc avait touché quelque chose d'autre, quelque chose qui n'appartenait pas au monde des vivants. Mais le pire, c'étaient les appels. Cela commença exactement 1 an après cette nuit fatale, le 12 novembre 1994. Marc était chez lui, dans son appartement de Chartres, essayant de ne pas penser à la date. Il avait pris un jour de congé, refusé tous ses rendez-vous. Il voulait juste passer cette journée en sécurité, enfermé chez lui. À minuit précis, son téléphone sonna. Marc fixa l'appareil, son cœur s'arrêtant presque dans sa poitrine. Qui pouvait appeler à cette heure? Il laissa sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le répondeur se déclencha, bipé. Puis une voix, douce, familière, la voix d'outre-tombe qu'il n'avait pas oubliée. « Merci de m'avoir accompagné chez moi, Marc. C'était gentil de ta part. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu penses à moi parfois. Je pense à toi, tu sais, tout le temps, dans l'eau froide, dans l'obscurité. Je pense à toi et je me souviens de ton odeur, de ta chaleur. Un jour, je te rendrai l'appareil. Je viendrai te chercher, et nous danserons ensemble, pour toujours. » Clic. Marc resta paralysé de terreur pendant plusieurs heures, incapable de bouger, à peine capable de respirer. Quand le soleil se leva enfin, il effaça le message. Mais il ne put jamais effacer les mots de sa mémoire. L'année suivante, le 12 novembre 1995, le téléphone sonna à nouveau à minuit. Le même message, exactement le même, mot pour mot, avec la même intonation, les mêmes pauses. Et l'année d'après, et celle d'après encore. Chaque 12 novembre, sans exception, pendant 3 ans, Marc recevait le même appel, la même voix, le même message. Il changea de numéro de téléphone. L'appel continuait de venir. Il déménagea dans une autre ville. L'appel le trouvait toujours. Marc ne dit rien à personne. Qui l'aurait cru? Ses collègues remarquèrent qu'il changeait chaque année autour du 12 novembre. Il devenait nerveux, distant, ne dormait plus, sursautait au moindre bruit, mais il ne pouvait pas leur expliquer. Comment expliquer qu'un fantôme vous appelait chaque année, qu'une femme morte depuis plus de 20 ans vous invitait à la rejoindre dans la mort? Il essaya de ne pas être chez lui le 12 novembre. Il voyagea à l'étranger.
Espagne, Italie, Allemagne. Mais peu importe où il était, peu importe dans quel hôtel il dormait, à minuit précis, le téléphone de sa chambre sonnait. Et c'était toujours elle. En 1996, Marc prit une décision désespérée. Il retournerait au pont. Il affronterait Adèle. Il lui demanderait ce qu'elle voulait vraiment. Pourquoi elle le harcelait? Comment il pouvait être libéré de cette malédiction? Le 12 novembre 1996, Marc conduisit vers Fervaques. C'était la première fois qu'il revenait depuis cette nuit terrible 3 ans plus tôt. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'il allait avoir une crise cardiaque. Ses mains tremblaient sur le volant, mais il devait le faire. Il ne pouvait plus vivre comme ça. Il arriva au pont vers 23h30. La nuit était claire cette fois, pas de brouillard. La lune brillait dans le ciel, projetant sa lumière argentée sur la rivière en contrebas. Marc gara sa voiture et sortit. Il marcha jusqu'au parapet et regarda l'eau. « Adèle » appela-t-il d'une voix tremblante. « Adèle, je suis là. Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille ?» Pas de réponse. Juste le murmure de la rivière. « Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Je suis désolé que tu sois morte si jeune. Mais ce n'était pas ma faute. Je n'étais même pas là. S'il te plaît, laisse-moi vivre ma vie. » Le vent se leva soudainement, faisant claquer sa veste. L'air devint glacial. Marc sentit la température chuter de plusieurs degrés en quelques secondes. Et puis il la vit, debout au milieu du pont. Entre lui et sa voiture, Adèle. Elle portait toujours sa robe blanche trempée. Ses cheveux noirs collaient à son visage pâle. Ses yeux bleus brillaient dans la lumière de la lune. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Elle ne souriait pas. Elle ne tendait pas les bras. Elle le regardait simplement, sa tête légèrement inclinée sur le côté. « Tu es revenu », dit-elle de sa voix d'outre-tombe. « Pourquoi es-tu revenu, Marc ?» Marc déglutit avec difficulté. « Je veux que tu arrêtes. Les appels, les cauchemars. Je veux juste vivre ma vie. » Adèle fit un pas vers lui, puis un autre. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur la pierre. « Vivre ta vie », répéta-t-elle comme si les mots n'avaient aucun sens. « Ta vie si vide, si solitaire. Qu'as-tu vraiment, Marc? Un travail que tu détestes, un appartement où personne ne t'attend. Une fille que tu vois 2 fois par mois, c'est ça, vivre. » Chaque mot était comme un coup de poignard, parce que c'était vrai. Tout était vrai. « Au moins je vis », répliqua Marc, trouvant un courage désespéré quelque part au fond de lui. « Au moins je respire. J'ai encore une chance. Toi, tu es morte. C'est terrible. C'est injuste, mais c'est la réalité. Et tu ne peux pas me prendre ma vie juste parce que la tienne t'a été arrachée. » Adèle s'arrêta. Un spasme traversa son visage, comme si elle ressentait de la douleur. « Je ne veux pas prendre ta vie, » murmura-t-elle. « Je veux juste... Je ne veux plus être seule. L'eau est si froide, Marc, si froide et si sombre. Je suis là depuis si longtemps. Seule, toujours seule. Jean-Paul m'a abandonné. Il s'est pendu et il est parti ailleurs. Mais moi, je suis coincé ici, dans cette eau, dans ce pont. Pour toujours. » Des larmes coulaient sur ses joues pâles. Ou peut-être était-ce de l'eau de rivière. Marc ne pouvait pas faire la différence. « Je ne peux pas t'aider, » dit Marc doucement, sentant lui aussi les larmes monter. « Je ne peux pas te ramener. Personne ne le peut. »« Mais tu peux me tenir compagnie, » dit Adèle en tendant une main vers lui. « Juste un peu, juste de temps en temps. Pense à moi. Souviens-toi de moi. Ne me laisse pas être oublié. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je veux. » Marc regarda la main tendue. Les doigts pâles et humides. Il comprit alors. Elle ne voulait pas vraiment le tuer. Elle voulait juste ne pas être oubliée. Ne pas disparaître complètement dans l'obscurité et l'oubli. Lentement, prudemment, Marc tendit sa propre main. Il toucha les doigts d'Adèle. Ils étaient glacés, plus froids que la glace, plus froids que tout ce qu'il avait jamais touché. Un froid qui pénétra jusqu'à son cœur, jusqu'à son âme. Mais il ne retira pas sa main. « Je me souviendrai, » promit-il. « Je n'oublierai jamais Adèle Beaumont, la jeune mariée du pont de Fervaques. » Adèle sourit, un vrai sourire cette fois, doux et triste. « Merci, » murmura-t-elle. Et elle disparut, comme de la brume sous le soleil du matin. Marc resta seul sur le pont, sa main encore tendue vers le vide. Il sentait encore le froid de son contact, ce froid qui ne le quitterait jamais vraiment. Mais quelque chose avait changé, il le sentait. Un poids s'était soulevé de ses épaules. Quand Marc rentra chez lui cette nuit-là, il ne reçut pas d'appel à minuit. Les années passèrent. Marc ne reçut plus jamais d'appel d'Adèle. Les cauchemars s'espacèrent, puis disparurent finalement.
Il put recommencer à dormir normalement, à vivre sa vie sans cette terreur constante qui le suivait partout. Mais il tint sa promesse. Chaque année, le 12 novembre, Marc retournait au pont de Fervaques. Il apportait des fleurs blanches qu'il jetait dans la rivière. Il restait là quelques minutes, se souvenant d'Adèle Beaumont, gardant sa mémoire vivante. Et parfois, très rarement, quand la lune brillait d'une certaine façon et que le vent soufflait dans la bonne direction, il croyait voir une silhouette blanche debout au milieu du pont. Juste une seconde, juste un éclair. Puis plus rien. Mais Marc ne ressentait plus de peur, seulement de la tristesse et peut-être, juste peut-être, un peu de paix. Parce qu'il comprenait maintenant. Les fantômes ne sont pas toujours là pour nous hanter. Parfois, ils sont là simplement parce qu'ils ont besoin qu'on se souvienne d'eux, qu'on reconnaisse leur existence, qu'on ne les laisse pas disparaître complètement dans l'oubli. 3 ans plus tard, le 12 novembre 1999, Marc conduisit comme d'habitude vers le pont. Il avait 48 ans maintenant. Sa relation avec sa fille s'était améliorée. Il avait même rencontré quelqu'un, une femme douce qui acceptait ses bizarreries, y compris ce pèlerinage annuel qu'il ne pouvait pas expliquer complètement. Mais cette année était différente. Marc le sentait. Quelque chose dans l'air. Une électricité. Une finalité. Il arriva au pont vers 23h45. La nuit était exactement comme celle de 1993. Le brouillard était de retour, épais et oppressant. La brume rampait sur la route comme une créature vivante. Marc sortit de sa voiture avec son bouquet de fleurs blanches. Il marcha vers le parapet. Adèle l'attendait. Elle était là, debout au milieu du pont, exactement comme la première fois. Sa robe blanche, ses cheveux noirs, ses yeux bleus lumineux. Mais quelque chose était différent. Elle semblait plus solide, plus réelle, comme si la frontière entre son monde et le nôtre s'était amincie. « Marc, dit-elle, et sa voix était claire maintenant, presque vivante. Tu es venu, chaque année. Tu as tenu ta promesse. Je l'ai fait, répondit Marc, et je continuerai. Adèle secoua la tête doucement. Non, ce soir, c'est la dernière fois. Je voulais te dire au revoir, te remercier. Grâce à toi, j'ai pu rester. Grâce à toi, je n'ai pas été oublié. Mais maintenant je peux partir. Partir? Marc sentit une émotion étrange, quelque chose entre le soulagement et la tristesse. Où? Là où vont les morts quand ils ont fini leur temps ici. Elle sourit, et cette fois c'était un vrai sourire, chaleureux et paisible. Jean-Paul m'attend. Je peux le sentir maintenant. Il est là, quelque part, et je peux enfin le rejoindre. Des larmes coulaient sur le visage de Marc. Je suis content pour toi. Mais avant de partir, je voulais te dire quelque chose. Adèle s'approcha, si proche que Marc pouvait presque sentir le froid qui émanait d'elle. Cette nuit-là, quand tu m'as prise en stop, tu as failli mourir. Le sanglier était là, mais ce n'était pas le seul danger. Plus loin sur la route, un camion avait perdu ses freins. Si tu n'avais pas ralenti à cause du sanglier, si tu n'avais pas perdu ces précieuses minutes, tu aurais été au mauvais endroit, au mauvais moment. Je t'ai sauvé, Marc. Pas juste du sanglier. Je t'ai sauvé de ta propre mort. Marc sentit ses jambes faiblir. Marc sentit ses jambes faiblir. Tu savais? Depuis le début, je savais, confirma Adèle doucement. J'ai vu ta mort qui t'attendait sur cette route. J'ai vu le camion, l'impact, ton corps brisé. Alors je suis apparu, je t'ai fait ralentir, je t'ai sauvé, parce que j'ai vu quelque chose en toi, Marc, quelque chose de bon, quelque chose qui méritait de vivre. Pourquoi moi? Demanda Marc, la voix brisée par l'émotion. Pourquoi pas les autres? Ceux qui sont morts. Le visage d'Adèle s'assombrit. Les autres, ils avaient la mort dans le cœur, la violence, la cruauté, l'indifférence. Je pouvais le voir, je pouvais le sentir. Mais toi, Marc, toi tu étais différent. Fatigué, oui. Seul, oui. Mais pas méchant. Jamais méchant. Et maintenant? Marc sentait les larmes couler librement sur son visage. Tu pars vraiment? Je pars, dit Adèle en reculant lentement vers le parapet du pont. Mais je voulais que tu saches la vérité, que tu comprennes que cette nuit n'était pas une malédiction. C'était un cadeau. Je t'ai donné une seconde chance, Marc. Utilise-la bien. Vis ta vie. Aime ta fille. Sois heureux. Pour moi, pour Jean-Paul, pour tous ceux qui n'ont jamais eu cette chance. Elle était maintenant au bord du parapet, sa silhouette se découpant contre la lune. Sa robe blanche brillait d'une lumière éthérée. Adieu, Marc Dutilleux. Merci de m'avoir gardée vivante dans ton cœur pendant toutes ces années.
Grâce à toi, je peux enfin partir en paix. » Et elle se laissa tomber en arrière, ses bras ouverts comme des ailes, sa robe flottant autour d'elle comme un nuage. Marc se précipita vers le parapet, regardant en bas, mais il n'y eut pas d'éclaboussure, pas de bruit. Adèle disparut simplement avant de toucher l'eau, se dissolvant dans la brume comme un rêve au réveil. Le silence tomba sur le pont. Un silence différent cette fois, pas oppressant, pas menaçant. Paisible, libérateur. Marc resta là longtemps, ses mains agrippées au parapet, regardant la rivière qui coulait en dessous. Les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter le ciel d'orange et de rose. Un nouveau jour, un nouveau départ. Quand il remonta finalement dans sa voiture, Marc remarqua que le siège passager était sec, complètement sec, comme si l'eau n'avait jamais existé. Sur le tableau de bord, les mots avaient disparu. Il ne restait qu'une légère trace de buée qui s'évaporait rapidement dans la lumière du matin. Marc démarra et quitta le pont de Fervaques pour la dernière fois. 25 ans plus tard, en novembre 2024, un vieil homme aux cheveux gris se tenait devant le pont de Fervaques. Marc Dutilleux avait 73 ans maintenant. Sa fille Émilie était venue avec lui, ainsi que ses 2 petits-enfants. « Grand-père, pourquoi on vient ici chaque année ?» demanda la plus jeune, une fillette de 8 ans aux yeux curieux. Marc sourit et posa une main affectueuse sur sa tête. « Pour se souvenir, ma chérie. Pour se souvenir de quelqu'un qui m'a sauvé la vie il y a très longtemps. » Il s'approcha du parapet et jeta ses fleurs blanches dans la rivière, comme il le faisait depuis 31 ans. Mais cette fois, il ajouta quelque chose. Une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une alliance, celle de sa femme, décédée paisiblement 2 ans plus tôt, après 40 ans de mariage heureux. Sur l'intérieur de l'anneau, une inscription « Pour Adèle, qui m'a donné la vie. » « Merci, » murmura Marc vers la rivière. « Merci pour tout. » Le vent souffla doucement, portant avec lui un parfum de fleurs blanches et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à un rire joyeux, libéré, heureux. Marc sourit. Quelque part, dans un endroit meilleur, Adèle Beaumont dansait enfin, non pas seule dans l'eau froide et noire, mais dans les bras de Jean-Paul, sous un ciel éternel, libre de toute peine, libre de tout regret. Et sur le pont de Fervaques, pour la première fois depuis 1973, aucun fantôme ne marchait. L'histoire était terminée. La légende était close. Mais dans les bars de Fervaques, les vieux racontent encore l'histoire de la Dame Blanche. Et parfois, très rarement, un voyageur solitaire aperçoit une silhouette au bord de la route. Mais elle ne lève plus le pouce. Elle se contente de sourire et de disparaître dans la brume. Car Adèle Beaumont a enfin trouvé la paix.